Bonjour à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2021 et on va s'intéresser au gold alors, hein, comme l'indique ce titre, faut-il acheter de l'or? Donc on va détailler ce marché-là. On va faire un parallèle avec le marché des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Mais avant cela, on va aborder la réserve fédérale américaine. On va parler très rapidement des 10 actions que nous avions recommandées au début de l'année et de notre modèle d'évaluation. Alors, nous allons débuter avant toute chose par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal, nous allons passer aux points les plus importants concernant les marchés. Tout d'abord, il y a un de ces membres du FOMC qui a réussi à refroidir Wall Street, et donc Wall Street qui a atteint de nouveaux records historiques encore aujourd'hui. On a pris connaissance lors de la nuit de nouvelles concernant l'accord d'infrastructure, pardon, et cela soutient également le sentiment d'optimisme à Wall Street, même si effectivement ces nouvelles manquent encore de clarté. Alors à noter que le dollar américain reste à des niveaux plutôt élevés, hein, depuis la fin du FOMC. Il y a eu des mouvements sur le GBP/USD après la décision de la BOE. Il y a notamment ce double top que nous abordons depuis un petit moment maintenant lors des Good Morning Market, donc peut-être un double top en cours de formation et donc un GBP/USD qui pourrait s'enfoncer davantage. Sur le front de la pandémie, de nouveaux confinements en Australie et le variant Delta qui préoccupe de plus en plus en Europe. On notera également que les États-Unis ont frappé la milice soutenue par l'Iran en Irak. Les prix du pétrole sont à de nouveaux sommets pluriannuels dans l'attente de la réunion de ce jeudi, réunion des pays membres de l'OPEP+. Alors, concernant la croissance américaine, hein, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a des mesures de relance sans précédent. Et la question que l'on se pose à l'heure actuelle concernant les États-Unis, c'est que se passera-t-il lorsque ces mesures de relance arriveront à leur fin? Alors, on va parler des indices américains, on va parler de l'énorme quantité de liquidité qui est mise à disposition sur le marché et on va résumer la semaine dernière avec un Nasdaq qui a atteint des nouveaux records historiques et les records semblent se poursuivre en ce début de semaine. Alors, tout d'abord, nous avons pris connaissance de PMI. Il y a eu une baisse des PMI au Japon, mais dans la plupart des pays développés, les PMI restent élevés, notamment dans le secteur manufacturier. Alors, le graphique de gauche met en évidence la somme des PMI en Chine, au Japon, en Allemagne, en Corée du Sud et au Mexique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourra assister à un pic de manière assez prématurée pendant le cycle actuel, et cela est dû aux problèmes liés à l'offre. Et donc, concrètement, les 2 à 3 prochains mois seront déterminants, donc ce sera un été crucial à ce niveau-là. Mais pour le moment, les marchés ne s'en soucient pas, mais ça pourrait être une crainte majeure très prochainement. Donc cet été, ce seront des données à surveiller. Ce que l'on notera également, c'est que effectivement, cette énorme quantité de liquidités mise à disposition par la Réserve fédérale américaine, hein, lorsque 800 milliards de dollars sont déposés à taux de 0,05%, à un taux 100 fois inférieur à l'inflation américaine. Donc voilà ce qui permet justement à Wall Street de se maintenir à flot. Un graphique que l'on aborde maintenant chaque semaine, un graphique qui est issu du site Fred, la Réserve fédérale de New York ici, le site, c'est le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis. Donc voilà concernant ces nouveaux records, hein, au niveau de la liquidité. Donc nous avons atteint les 800 milliards de dollars à 0,05%. Alors visiblement, la Fed donne l'impression d'être dans un autre monde, hein, lorsqu'elle nous parle de l'économie. On a l'impression qu'elle ne nous parle pas de ce que nous pouvons constater à l'heure actuelle, où il y a des signes de surchauffe, des signes de surchauffe qui sont ignorés par la Réserve fédérale américaine, une Réserve fédérale américaine qui semble vouloir indiquer que l'argent bon marché est là pour durer, et une Réserve fédérale américaine
qui prend note des difficultés du marché du travail américain avec donc des salaires en hausse afin d'attirer les travailleurs, et une réserve fédérale américaine qui va euh, tout faire afin d'encourager la reprise du marché du travail, et un marché du travail qui sera dans tous les esprits cette semaine, car vendredi, nous prendrons connaissance du rapport NFP comme chaque premier vendredi du mois. Alors, la réserve fédérale américaine qui refuse de parler de surchauffe de l'économie, une réserve fédérale américaine qui refuse de parler d'inflation constante, qui parle d'un effet transitoire, et pendant ce temps-là, donc des indices qui sont sur des records historiques à Wall Street. Voici donc les différents indices sur un seul et même graphique. Vous retrouverez en haut à gauche la légende. Alors, il y a tout de même donc des mesures de valorisation qui tirent la sonnette d'alarme, qui sont à des niveaux extrêmement élevés. Alors nous venons d'établir un nouveau record concernant le ratio S&P 500 PIB nominal, et nous avons deux de ces dérivés que l'on retrouve plus bas. Donc ici vous retrouverez le ratio S&P 500 PIB nominal, et en bas ces deux dérivés, donc l'écart de tendance à long terme, la déviation à long terme et la déviation à court terme, qui ont atteint simultanément deux écarts types de la moyenne. Donc on a atteint la deuxième ligne. Ici c'est un écart type, ici c'est deux écarts types. Et donc simultanément ces deux dérivés à long terme et à moyen terme, et à court terme, pardon, ont atteint les deux écarts types de la moyenne. Donc des signaux d'alarme qui se poursuivent, un ratio S&P 500 PIB nominal sur des records. Alors à présent, très rapidement, nous allons parler de ce portefeuille d'actions que nous avons abordé lors de notre rapport en ce début d'année. Nous avons extrait des actions pour du long terme. Un premier rapport concernait un portefeuille d'actions de 10 actions pour le court terme pour cette année, et ces actions-là que nous avons sélectionnées avec le même modèle pourraient surperformer selon notre modèle sur le moyen terme, donc pendant les 5 prochaines années. Vous remarquerez qu'il y a des valeurs technologiques. Pourquoi on s'intéresse aux valeurs technologiques? Pourquoi les valeurs technologiques pourraient surperformer? Tout simplement parce que les rendements cessent d'augmenter, et que le projet des démocrates d'adopter un taux d'imposition minimum et les promesses d'un contrôle accru des entreprises technologiques ne semblent pas aboutir pour le moment. Et donc vous voyez ici le rendement de ce portefeuille par rapport au S&P 500. Le rendement du portefeuille est en bleu, le S&P 500 est en orange, donc un portefeuille qui arrive à surperformer le S&P 500. Et donc cette sélection a été faite grâce à notre modèle, une sélection de moyen terme qui vient compléter la sélection de court terme que nous vous avons fait parvenir en début d'année. Donc nous avons abordé tout ça lors d'un webinaire d'il y a 2 semaines. Il me semble que c'était le point hebdomadaire d'il y a 2 semaines, très exactement. Donc voilà pour les rendements de ce portefeuille. On va le suivre une fois par mois, je pense, histoire de voir où nous en sommes, si on parvient toujours à garder cette surperformance par rapport au S&P 500. Donc pour ceux qui veulent plus de détails sur le sujet, n'hésitez pas à consulter la vidéo hebdomadaire, les 10 actions à surveiller, il me semble, c'était il y a 15 jours. On passe à présent sur le focus de la semaine. Quelle perspective pour l'or? Alors tout d'abord, on va parler de l'offre et de la demande. On commence par la demande qui est matérialisée sur ce graphique. Vous retrouverez les différents types de demandes avec un code couleur. Un bleu foncé ici, c'est pour la bijouterie, pour la technologie en bordeaux, en vert pour l'investissement. Ici, les banques centrales et vous retrouverez les cotations de l'or. Alors visiblement, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons une baisse de la demande fondamentale. Donc cette baisse de la demande a entraîné une baisse des cours, et la baisse s'est accentuée donc après la réunion du FOMC. Le support à 1765 $ a tout de même tenu le coup, mais allons-nous rebondir? Est-ce le moment d'acheter de l'or? On va essayer. On s'est intéressé à la demande, on va s'intéresser à présent à l'offre. Donc on reste sur les fondamentaux.
Donc tout d'abord la demande d'investissement plus particulièrement. On va s'intéresser aux ETF et ce que l'on peut remarquer ici, il y a eu des flux sortants sur l'or au tournant du quatrième trimestre 2020 et du premier trimestre 2021. On peut le voir ici. Des flux sortants hebdomadaires qui ont atteint 2 à 3 milliards de dollars. Alors la principale raison, c'est bien entendu la hausse des rendements. Le 10 ans était légèrement inférieur à 1% à la fin du mois de décembre 2020 alors qu'il était supérieur à 1,7% lors du pic de la mi-mars. Alors, il y a une autre raison à cela, on en a déjà parlé il y a 3 semaines, il y a cette forte augmentation de la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Alors, à droite, on retrouve donc les rendements concernant les crypto-monnaies. Donc l'augmentation des rendements ainsi que la forte hausse des prix des crypto-monnaies ont entraîné d'importants flux entrants, cette fois-ci, sur le marché des crypto-monnaies. Et donc on voit ici les flux vers différents fonds d'investissement dans les crypto-monnaies, des fonds qui comprennent des ETF et des ETP. Alors les importants flux entrants à la fin de l'année 2020 et au cours des 2 premiers mois de 2021 coïncident plus ou moins avec les flux sortants des ETF sur l'or. Hein, donc il y a une réelle concordance ici. Donc cela montre clairement que à un moment donné, l'attractivité des crypto-monnaies, du Bitcoin plus particulièrement, a nuit à l'or. Donc c'est un parallèle que l'on vient confirmer entre hausse des crypto-monnaies et baisse de l'or, car effectivement les flux sortants sur le gold viennent correspondre aux flux entrants, à la hausse des flux entrants sur les crypto-monnaies. Alors à présent, on va s'intéresser à la demande en provenance de Chine, la Chine qui domine le compartiment de la demande. Alors, nous avons une demande de bijoux totale qui est revenue à 500 tonnes par trimestre au quatrième trimestre 2020. On a une part de la demande de bijoux qui augmente de plus de 50% en trimestriel. La moyenne pour les 4 trimestres est revenue au-dessus de 40%, mais elle est nettement inférieure à 50% des années précédentes. Mais il y a une amélioration et on voit que la Chine domine la demande de bijoux, hein, la Chine que l'on retrouve ici en rouge. Vous voyez cette nette hausse. Et c'était le cas également en 2012. Hein. Vous voyez ici, on peut faire un parallèle. Ici, la Chine dominait la demande en bijoux sur l'or en 2012. C'est encore une fois le cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la demande en provenance de Chine représente la moitié de la demande d'or pour la bijouterie. Alors, l'Inde également, la demande. Il y a une grosse part de demande également qui provient de l'Inde, hein, que l'on retrouve ici en bleu foncé, mais la demande en Inde est comme un peu partout. Hein. Vous voyez, nous sommes en repli, nous avons atteint un pic de court terme et nous sommes en repli à l'heure actuelle, comme dans le reste du monde. Alors, aux États-Unis, la demande est plus ou moins stable et la demande au Moyen-Orient est en train de rebondir. Donc voilà pour le compartiment demande de bijoux. Net rebond pour la Chine, l'Inde qui est un gros consommateur d'or pour les bijoux, a une demande qui suit un peu les tendances dans le reste du monde, en repli, et au Moyen-Orient, on a une quasi-stabilité. Alors à présent, nous allons nous intéresser plus dans le détail à l'offre. Alors, on n'est pas parvenu à revenir au niveau d'avant la pandémie. Vous voyez, hein, on avait atteint un pic de production qui avait été atteint très exactement au quatrième trimestre 2018. Cependant, il faut noter que les producteurs sont confiants concernant les prix. La couverture nette, c'est-à-dire le hedging, est négative depuis le troisième trimestre 2019 avec une brève période positive au premier trimestre 2020 à l'arrivée de la pandémie. Donc ce phénomène de découverture, de dé-hedging suppose une limitation de l'offre disponible. Alors ce qu'il faut noter également, c'est que le recyclage de l'or au T3 2020 a atteint son niveau le plus élevé depuis 2013 et on a une production mondiale d'or qui devrait augmenter de 6% cette année, mais elle atteindra probablement un nouveau pic de production. On peut le voir ici, on va atteindre un pic de production très prochainement. Ici on retrouve les données passées et on retrouve donc ici des projections qui vont jusqu'à 2030 et on peut constater effectivement un pic qui sera atteint très probablement, très prochainement cette année après une augmentation de 6%. Alors,
Les rendements ont été un risque. Est-ce que les rendements seront encore un risque à l'avenir? Alors, on est revenu à des niveaux neutres hein, depuis le récent sell-off, depuis la récente chute, et on suit plus ou moins le marché de la dette. On peut le voir ici, hein, nous avons donc un retour sur le seuil de neutralité. On avait atteint la barre de 2 et donc on est en train de revenir sur ce niveau de neutralité. Donc, est-ce que les rendements vont augmenter de manière significative, hein? À droite, vous retrouverez l'or avec les rendements et donc ce sera la réelle question, ce qui nous permettra de déterminer l'évolution prochaine des cours du métal jaune, c'est le comportement des rendements. C'est pour ça qu'il est très difficile de répondre à cette question. Pour l'or, on a un support technique majeur qui a tenu. On pourrait redécoller sur l'or, mais tout dépendra des rendements. Et donc, concrètement, il y aura une forte dépendance au comportement des prix, de l'inflation. Mais pour l'or, on est tout de même sur un très gros support. L'or par rapport aux actions, alors concernant le rapport entre les cours de l'or et le S&P 500, on est proche des plus bas, un plus bas de 20 ans. Vous voyez ici, hein, tout simplement, nous sommes à des niveaux qui datent du début des années 2000. Alors, ça ne suppose pas, ça ne veut pas dire que l'or va surperformer, surtout à court terme. Mais ça montre que c'est peut-être le bon moment de diversifier son portefeuille. Si on est exposé notamment au marché actions, il est peut-être temps d'ajouter de l'or dans son portefeuille. Alors, on raisonne énormément en diversification de portefeuille. Et donc, lorsque ce ratio atteint des plus bas, il est peut-être temps d'ajouter de l'or à son portefeuille afin de diversifier le risque. Donc concernant les actions, on a déjà présenté 10 actions qui pourraient surperformer et une idée en vue de créer un portefeuille serait d'y ajouter de l'or au vu de ce ratio Gold S&P 500 sur des plus bas de plus de 20 ans. Donc ce n'est peut-être pas le creux. Pour ceux qui souhaiteraient uniquement s'exposer à l'or, on pourrait aller chercher plus bas et on parle de ces supports que l'on pourra atteindre, notamment les 1590 voire 1600 dollars. Cependant, au vu de ce ratio, pour ceux qui ont des portefeuilles, il serait peut-être temps de diversifier avec de l'or. Alors, pour résumer, le sell-off qui a eu lieu après le FOMC a poussé l'or vers un support clé qui a été défendu pour le moment. En cas de cassure, on pourrait aller plus bas, nous l'avons dit, 1590 voire 1600 dollars l'once. Alors, le risque principal, c'est l'inflation. Si tout ne se passe pas comme l'indique la Fed, c'est-à-dire si ce phénomène n'est pas que transitoire, on pourra avoir une flambée des rendements. Et là, c'est le risque concernant le gold. C'est pour ça qu'il est très difficile de se prononcer. Tout dépendra des rendements et personne ne peut dire où seront les rendements demain parce que tout dépendra du comportement de l'inflation. Concernant les fondamentaux, nous les avons passés en revue, tout semble correct. Il y a une baisse de la demande qui s'explique par la sortie des ETF, les flux sortants. Mais nous avons une demande d'or physique en Chine, notamment pour la bijouterie qui reste élevée. La production augmente petit à petit et pourrait même baisser dans les années à venir. On pourrait atteindre un pic après une hausse de 6%. Donc d'un point de vue fondamental, cela pourrait soutenir une prétendue hausse. Alors l'or n'est pas bon marché sur le long terme, mais le rapport entre l'or et le S&P 500 est à son plus bas depuis près de 20 ans, ce qui pourrait donc nous pousser à nous diversifier. Donc voilà pour résumer la situation, voilà les différents points que nous avons détaillés. On a parlé de ce repli après le FOMC, on a parlé de la demande, on a parlé des flux sortants, on a fait le parallèle avec le Bitcoin, on a parlé des fondamentaux, hein, que ce soit notamment la demande d'investissement pour les ETF ou bien la demande pour la bijouterie, on a parlé de la production et on a terminé avec le rapport or S&P 500. Donc voilà, vous savez tout concernant le métal jaune. Alors, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? On a le rapport du NFP dans tous les esprits ce vendredi, comme chaque premier vendredi du mois. Ce sera la publication clé à 14h30. Les attentes du marché sont beaucoup plus faibles qu'il y a un mois. La Fed continue toutefois de dire qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois sur le marché. D'un autre côté, les entreprises signalent qu'il n'y a pas assez de personnes prêtes à occuper les postes vacants et les pressions sur la croissance des salaires s'intensifient. On atteste ici hein, le graphique de droite. Il sera donc très important de décanter toutes les données qui vont nous être fournies vendredi et de s'intéresser aux données relatives au salaire. Alors,
On prendra connaissance des estimations de l'ADP 2 jours avant, mercredi à 14h15, mais il faut noter que l'ADP nous a donné de très mauvais indices précédemment au cours des derniers mois, donc l'ADP ne permettra pas ne nous donnera pas d'indication sur la publication du NFP. En tout cas, c'est ce qui ressort des derniers NFP. Donc voilà pour ce rapport sur l'emploi, un rapport qui sera également suivi par la Réserve fédérale américaine qui, comme nous l'avons vu sur un des slides, souhaite relancer le secteur de l'emploi. Il y a deux facettes d'une même réalité. Il y a d'un côté la Fed qui dit qu'il n'y a pas assez d'emplois sur le marché, de l'autre côté les entreprises qui signalent qu'il n'y a pas assez de travailleurs pour les postes vacants. Donc voilà pour ce point hebdomadaire. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Cette semaine sera chargée pour plusieurs raisons. Il y aura cette réunion des pays membres de l'OPEP+, et il y aura plusieurs chiffres avec pour le bouquet final le rapport NFP vendredi. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre temps. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.